Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour un petit top 10 sur les nouvelles cartes de la guerre des Planeswalkers, la nouvelle extension de Magic qui, je pense, vont le plus impacter le format Duel Commander. On va commencer immédiatement par la première carte qui est pour moi Kefnet, l'éternel dieu. Alors Kefnet, déjà pour 4, c'est une 4-5 vol, donc c'est quand même assez gros, c'est un bon rapport qualité-prix. Il va pouvoir assez rapidement tâtonner l'adversaire, bien bloquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec 5 d'endurance, il survit à foudre, mais aussi au blast un petit peu plus gros comme carbonisé par exemple. Donc on se retrouve avec un général qui va avoir quand même un petit peu de mal à sortir du board, notamment dans un format où il y a énormément de rouge aggro. Donc contre contrôle, ça va être une autre histoire, mais contre tout ce qui est aggro ou rampe, elle va bien tenir sur le board. Ensuite, il y a un effet en fait qui est qu'on peut révéler la première carte qu'on pioche chaque tour, au moment où on la pioche. Si c'est un éphémère ou un rituel, on peut le copier et le lancer en payant 2 de moins pour le lancer. Donc ça c'est très intéressant avec tout ce qui est par exemple les tours supplémentaires, un time warp. Chaque tour supplémentaire qu'on va piocher va se résoudre deux fois en fait. On va le résoudre une fois via Kefnet et une fois en le jouant à la main. Et là partant de là, si vous avez une 4-5 vol sur le board, ça veut dire que ce tour-ci vous collez 4, tour supplémentaire vous collez 4, tour supplémentaire vous collez 4, vous allez coller 12. Donc vous avez un général en fait qui potentiellement peut faire du card advantage en fait en copiant des piocheurs ou des trucs du genre, qui a un bon moyen de tuer, qui est plutôt résistant. Donc c'est quand même une bonne base. Et dans les généraux contrôle, il y a un peu de grandes écoles en fait qui sont soit j'ai un truc pas cher avec le flash, un truc que je vais réussir à caster facilement pour que je puisse l'avoir et qu'il puisse m'apporter ses effets sur le board, soit j'ai mon kill en zone de commandement, comme ça j'ai pas à le jouer dans le deck. Et du coup tout le reste de mon deck est fait pour tenir et j'ai mon kill en zone de commandement que je peux aller chercher au moment où je suis prêt à tuer. Et du coup dans ce cas là je veux un truc à très fort impact, je veux un gros stack qui tient bien le board, quitte à le rejouer plusieurs fois. Donc là Kefnet va faire penser un petit peu à Ojutai avec son côté gros résistant qui fait du card advantage. Mais là où Ojutai se protège mieux, Kefnet sur les bonnes cartes clôt la game plus facilement, je trouve. Ensuite, je voulais parler de Teferi, effileur de temps. Donc il y a beaucoup de joueurs qui en ont parlé parce qu'il va probablement être joué dans un certain nombre de formats, ou en tout cas un standard, et après on verra pour le moderne. Je pense qu'il est pas trop mal pour le Duel Commander aussi. Déjà pour 3, il arrive, il a 4 marqueurs loyauté, vos adversaires ne peuvent pas jouer de sort en éphémère, ce qui peut être intéressant dans une situation de miroir de contrôle par exemple, ou même face à un fiche. Et si on fait son plus 1, vous pouvez lancer maintenant des rituels comme s'il y avait le flash jusqu'à votre prochain tour. Donc typiquement une colère de dieu par exemple. Donc c'est une faiblesse qu'ont souvent les jeux contrôle, et c'est pas inintéressant d'avoir un petit arpenteur comme ça qui peut permettre, quand vous en avez besoin, de contourner cette petite faiblesse là. Le -3 permet de gérer un artefact, une créature ou un enchantement, le bouncer en tout cas, et de piocher une carte. Ce qui est assez correct. Donc il peut gérer un truc en arrivant, il n'est pas trop cher. Si on fait plus 1, il peut se retrouver direct avec 5 marqueurs loyauté, ce qui pour 3 mana est vraiment correct aussi. Donc on pourrait le voir dans des bleus-blancs contrôle. Donc typiquement parmi les plus populaires, il y a Minato, qui peut permettre de refaire ses capacités. Donc c'est là où il faudra voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est typiquement une bonne carte dans la boîte à outils de bleu-blanc contrôle. Arcaniste de la Horde de l'Effroi. Alors l'arcaniste, c'est pour un incolore rouge, un 3 piétinement. Et quand il attaque, on peut lancer une carte d'éphémère ou de rituel qui coûte 1 ou moins depuis notre cimetière. 1 ou moins parce que c'est la force actuelle de l'arcaniste. Si on booste l'arcaniste, on pourra faire mieux. Là, en fait, ça va être assez intéressant pour un jeu burn. Les Karizev, éventuellement les Radars, qui vont en fait mettre pas mal de petites cartes comme Foudre, qui vont arriver dans le cimetière. Et là, l'arcaniste, il va dire, bah tiens, à chacun de mes tours, quand j'attaque, j'en rejoue un. Donc c'est assez intéressant. Je pense que ça sera typiquement joué dans ces jeux burn. Ensuite, il y a Tolsimir, l'ami des loups. Donc pour 2 verts et un blanc, c'est une 3-3. Mais il arrive en jeu avec son pote, le 3-3 loup Vosja. Et par contre, à chaque fois qu'un loup arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on gagne 3 points de vie. Et cette créature se bat contre une créature ciblée qu'on ne contrôle pas. En fait, il arrive, il est gros, il est en tout cas relativement gros. Il arrive avec son pote relativement gros qui va tuer une bête en arrivant et vous faire gagner 3. Face à un Karizev, c'est je paye 5. Je pose 2-3-3, je tue ton Karizev, je gagne 3 points de vie. Et c'est pour ça que je pense que ce sera joué en fait. C'est intéressant pour blanc-vert swap partners en fait. Là, je pense qu'avec cette arme en plus, blanc-vert
avec le Commander Swap est assez intéressant. On peut se retrouver vraiment avec ce choix de commandeurs suffisants pour arriver à prendre l'avantage à chaque partie. Ce que d'autres jeux n'arrivent pas forcément à faire. On a le Chien du Fléau, qui est tout simplement pour un lien de vie célérité. Et du coup, ça va bien avec Karlov. C'est-à-dire que on peut jouer tour 1, tour 2, on joue Karlov, on attaque, on a gagné un point de vie, donc Karlov prend immédiatement 2 points de plus. Et du coup, dès le tour où on l'a joué, c'est pour 2 une 4-4. Ce qui est franchement correct, et c'est ce qu'on essaye de faire dans Karlov, d'avoir un maximum de redondance là-dessus. Et c'est ce qui fait qu'il est très vite, c'est bon, il prend plus Bolt, il prend plus les anti-bêtes qui regardent le noir. Donc il est déjà un petit peu plus galère à tuer. Et en fait, le tour suivant, potentiellement, vous regagnez des points de vie, il passe 6-6, 8-8 et il commence direct à mettre des gros pains. Et c'est ce qui fait la force de Karlov. Storev, la liste des Devkarin. Alors, la comparaison immédiate, c'est Meren. Sauf que Meren, c'est pour 4 une 3-4 et c'est un plan de jeu qui est un petit peu plus mou. Storev, déjà, il colle des pains. Donc en fait, on va essayer peut-être plutôt de le jouer avec une stratégie un petit peu plus agressive. Et il ne regarde pas du tout la force de la créature ou quoi. Donc là, ça devient assez intéressant de jouer des trucs qu'on ne pouvait pas forcément récupérer facilement avec Meren. Du genre, récupérer un Tarmogoyf, récupérer une Tireless Tracker, récupérer ce genre de trucs-là en fait. Et avoir un build beaucoup plus agressif qui colle des pains. Après, c'est que en main. Donc ça reste quand même pas tant au-dessus que Meren qui c'était si j'ai suffisamment de compteurs, je la renvoie en jeu, sinon je la renvoie en main. Donc bon, on n'y gagne pas tant que ça au change sur la capacité, même voilà, Planeswalker c'est assez rare que ça compte, mais on y gagne réellement dans piétinement et 2 points de dégâts en plus. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de petites alternatives là. Ensuite on a Tomic, l'Avokiste éminent. C'est pour 2 blancs, une 2-3 vol, et il dit que les terrains sur le champ de bataille et les terrains dans les cimetières ne peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Donc pas de vie du terreau, pas de terre dévastée. Et vos adversaires ne peuvent pas jouer de cartes de terrain depuis leur cimetière. Donc pas de creuset des mondes, pas de Ramunap Excavator. Il y a un certain nombre de cartes comme ça qui sont arrêtées. Et c'est un bon rapport qualité-prix. Donc ça déjà, bon rapport qualité-prix. Et des capacités en plus, ça veut dire que ce sera probablement joué dans Isamaru et dans Kitéon. Ce qui est assez intéressant en plus, c'est que c'est pas moche pour contrer en fait les jeux les plus populaires du moment. Par exemple, les terrains peuvent pas être la cible de sorts ou de capacité. Ça veut dire qu'un joueur qui joue Teferi, il pose son général et s'il fait le -1, il peut pas dégager de terrain. Donc en fait, la combo, le voile de chaîne ne fonctionne pas. Ça bloque Teferi, ça l'empêche de partir en combo. Ensuite, si vous tombez face à Jitrog, Jitrog ne peut pas utiliser de cartes comme Creuset des Mondes et Ramunap Excavator. Et une vie du terreau non plus. Donc voilà, il a d'autres trucs. Mais il y avait quand même 3 cartes assez intéressantes dans son plan de jeu qui viennent d'être stoppées. Donc c'est quand même vraiment pas moche. Ronas, l'éternel dieu. Et Ronas, en fait, il va très bien dans Surak. Surak qui était un peu joué, qu'on a vu en top 8. Donc Surak il va arriver pour 4 et juste après vous allez avoir Ronas qui va arriver, doubler la force de toutes vos créatures dont donc sûrement Surak et peut-être une autre créature souvent et Surak va lui filer la célérité. Donc en fait vous allez vous retrouver avec c'est un bon moyen de tuer en fait quand il arrive, tout simplement parce que vous allez tellement avoir de force sur le board d'un coup qu'il y a tout qui va foncer sur votre adversaire et éclore la partie. Ensuite, en tant que général en soi, je suis pas aussi sûr, mais ça se tente parce que voilà, si vous jouez un Ver Stompy, quand lui il arrive, généralement vous tuez l'adversaire quoi. Dans les 2 dernières cartes, on va avoir Serment de Kaya. Typiquement, ça va se jouer dans des jeux contrôle, genre typiquement Aminatou dont on parlait tout à l'heure. On arrive, on blast une bête, et à chaque fois qu'un adversaire attaque un Planeswalker qu'on contrôle avec au moins une créature, on colle 2 à l'adversaire, on gagne 2 points de vie. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas mal dans Aminatou. On trouvera peut-être d'autres occasions, hein. Je pense notamment pourquoi pas à Queen Marchosa qui pourrait apprécier ça. Mais dans Aminatou, ce qui est très intéressant, c'est que il arrive, vous tuez une bête, vous gagnez 3. Donc déjà, dans ce metagame avec pas mal de rouge aggro, c'est vraiment bien. Si vous faites le -1 d'Aminatou, ça s'en va, ça revient, ça recolle 3 à une cible, vous regagnez 3. Donc c'est un moyen de prendre l'avantage face à rouge aggro ou même de tuer un arpenteur ou autre qui est assez conséquent, parce qu'on fait une carte qui est assez polyvalente au final. Et la carte suivante, en fait, c'est encore une carte dans cette veine-là, dans la veine d'Aminatou, dans la veine de qu'est-ce qu'on fait dans ce metagame agressif.
et c'est mépris selon le tyran. Alors, c'est pas aussi fort, je pense, que Serment de Kaya, mais c'est pas inintéressant. Ça rappelle un petit peu Agony Warp. Il y a une créature qui perd en force, une créature qui perd en endurance. Donc souvent, face à un jeu agressif, c'était je te tue une bête et l'autre me colle pas de dégâts ce tour-ci. Ce qui était très intéressant aussi. Voilà, il faudra voir si c'est vraiment joué. Mais ça a un potentiel qui n'est pas inintéressant pour tuer des bêtes en début de partie ou gérer des bêtes un petit peu trop grosses sinon. Donc voilà, ça c'est les 10 cartes que j'ai identifiées comme ayant le plus de potentiel, donc la guerre des Planeswalkers, pour le Duel Commander. N'hésitez pas, si vous en avez vu d'autres, ça m'intéresse. Et j'espère qu'on les verra, notamment les différents généraux qui vont changer des trucs potentiellement. Et notamment avec la règle du swap. Rappelez-vous, Tommy qui peut venir remplacer Isamaru contre Teferi ou Jitrog. Et Tolsimir, il peut venir remplacer du coup un Gadoctic face à Rouge Aggro. On a pas mal de trucs ici qui vont vraiment mettre des pains à Rouge Aggro. Et je pense que plus le temps passe, plus on va avoir une bonne capacité à gérer ce Rouge Aggro. Et le metagame va shifter vers quelque chose d'autre. Parce que malgré le fait que Rouge Aggro est assez avantagé par les règles du format, on commence à être vachement bien armé et les joueurs commencent à bien adapter leur deck. Et il y a des cartes très polyvalentes qui sortent, qui permettent de gérer Rouge Aggro tout en étant bonne face à d'autres decks. Et ça, c'est vraiment bien. Et sur ce, merci à tous et à bientôt.